Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 juillet 2022. Alors, je pensais vous parler de la fameuse bibliothèque aux 4000 livres érotiques. Et puis, d'enchaînement en enchaînement, j'ai pensé vous parler de son propriétaire, qui était un homme heureux, visiblement. On ne s'entoure pas. On ne crée pas un espace rempli de livres érotiques sans que cela ne stimule à la fois l'esprit, l'âme et le corps, va sans dire. Et on imagine bien l'état d'esprit. Ce que j'ai appris par sa fille, cependant, c'est que c'était un jointeur. Alors, c'est un vieil hippie qui aura passé sa vie sur une sorte de nuage. Qui, en même temps, je comprends aussi, il occupait un poste dans la fonction publique. Et j'ai l'impression qu'il l'occupait de manière très sérieuse. Mais, en même temps, il avait cette double vie. Une vie dans les nuages. Alors donc, c'est un jointeur, et moi-même ayant jointé dans ma lointaine jeunesse, je me faisais la réflexion il y a 2 jours peut-être. Et si je recommençais à jointer lorsque j'aurai 70 ans? Faut dire, ce matin-là, il faisait très beau. La porte donnant sur la terrasse était grande ouverte. Il y avait le pépiment des oiseaux, un ciel d'azur, et je me remémorais cette période enfumée, tout en pensant à cette bibliothèque et à son propriétaire, qui lui n'a jamais cessé de griller son pétard. Alors je pensais vous parler de lui ce soir, et puis finalement je suis tombé, parce que ces temps-ci ça marche beaucoup à la librairie. Faut dire, sur ma page Facebook, je propose beaucoup de livres, et puis des livres intéressants. Et je suis tombé sur ce vieux numéro de la revue Actuelle, une revue hippie française des années 70. Et on y retrouvait une entrevue avec Ronald David Lang, un des fondateurs avec David Cooper de l'antipsychiatrie. Alors, c'est une entrevue qu'il a accordée au magazine Rolling Stone, dont j'ai vu qu'il soutenait le combat ukrainien. J'étais ravi. Et ils sont dans une tournée européenne en ce moment, et il y a un chœur d'enfants ukrainiens. Alors, il y a le drapeau ukrainien. Les vieux Stones, ils comprennent vite les affaires, disons. En fait, ils ont toujours bien tout compris, les Stones. La preuve, ils sont encore là, et ils ne cèdent rien, les vieux Stones. Alors, Lang et Cooper, avant la venue du DSM totalitaire, et avant, on avait une réflexion sur la psychiatrie. La psychiatrie était une réflexion même qui était dans la culture, et qui était même dans les débats de société, qui était... il y avait peu de semaines, peu de jours même, où on ne réfléchissait pas aux méfaits de la psychiatrie. Et il y avait une force d'opposition, entre autres, qui s'appelait la psychanalyse. Il y a encore de l'opposition, la psychologie comportementale ou la psychologie comportementale ont encore des adeptes. Mais l'usage de psychotropes, de modificateurs de conscience ou d'humeur, ne fait plus l'objet d'aucun débat. C'est clair, la psychiatrie a gagné la partie. Alors, en relisant les commentaires de l'entrevue, je vais vous en lire quelques extraits, on peut mesurer à quel point c'est devenu, et c'est ça qui est inquiétant dans une société, tant qu'on peut se chicaner, tant qu'on peut avoir des affrontements rudes, âpres, eh bien, on demeure dans une société ouverte. Une société ouverte, c'est une société conflictuelle, où chacun souffre du conflit. Mais chacun a la possibilité d'émettre son avis.
Chacun a la possibilité d'apporter sa réflexion, sa parole. Alors, il y a peu de temps, bon, vous savez, vous qui m'écoutez, que ma mère est décédée et que ça s'est très mal déroulé avec l'aide médicale à mourir. Et Patrick Lagacé, dans le journal La Presse, il y a quelques semaines à peine, disait que le débat sur l'aide médicale à mourir avait été absolument remarquable au Québec. Il y avait eu un consensus. Il n'y a pas eu de débat. Il y a eu De Koning, ça je l'ai déjà dit, qui s'était prononcé, et je vous ai raconté qu'une amie à moi avait rédigé un rapport. Une amie à moi dont la mère a fui la répression soviétique en Tchécoslovaquie, qui a quitté, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous lire l'angle finalement, qui a quitté la Tchécoslovaquie et qui est arrivé ici au Québec avec absolument rien, une valise et c'est tout, et qui a appris le français et qui est devenu prof sans diplôme aucun, mais qui évidemment a conservé une aversion et un radar pour tous les abus de régimes totalitaires. Alors, l'autoritarisme, elle savait c'était quoi. Et de découvrir une société où on pouvait avoir des débats ouverts, c'était un enchantement pour elle. Donc, la fille de cette amie, qui est une spécialiste de Gogol, hein, d'accord, Gogol l'Ukrainien, a rédigé un rapport que je ne doute pas très étoffé, sans doute écrit dans une langue remarquable, et elle me racontait, en fait, que personne ne l'écoutait. On l'écoutait poliment. Alors, ses arguments, elle les déployait devant les commissaires, qui l'ont après remercié, oui, de son apport, mais ça n'a suscité aucune question des intervenants dans la salle qui avaient assisté, en quelque sorte, à sa communication. Alors, elle en était sortie assez meurtrie par l'expérience, car elle s'était appliquée et elle croyait de bonne foi, et de toute façon elle le fait, qu'elle apportait sa contribution à un débat qu'elle jugeait fondamental. Elle comprenait bien que nous vivions dans une certaine mesure dans une société post-hitlérienne. Ça veut dire, c'est très grave de dire ce que je viens de dire. Société post-hitlérienne, ça veut dire qu'on est capable de calculer une vie. On est capable de calculer un temps de guérison. On est capable de mettre, de formater. Et l'esprit humain qui fonctionne avec des avancées, des arrêts, des reculs. L'esprit humain, c'est pas une aventure linéaire. C'est une expérience protéiforme que vit l'esprit humain. Alors on ne peut pas l'encadrer, on ne peut pas le coincer. Et l'usage de psychotropes dans la psychiatrie, ça vise justement à enfermer l'esprit dans une sorte de camisole chimique. Et donc, et l'aide médicale à mourir relève un peu de la même logique. C'est-à-dire, on est capable de prendre. On fait main basse sur la mort. On fait main basse sur le temps de la mort. Car la mort a son temps à elle, qui est parfois très court, qui est parfois très long, mais qui est toujours imprévisible. On ne sait pas. Normalement, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais avec cette aide médicale à mourir-là, on peut préparer le lit. Les gestionnaires peuvent dire la mort doit être administrée à telle heure. On va mettre une équipe, on va mobiliser une équipe, toute petite équipe, soit, mais une équipe tout de même, et on va planifier. Et cette planification, c'est une sorte d'abomination. Alors pour moi, j'y vois un lien entre l'absence totale de débat de société sur la psychiatrie et l'aide médicale à mourir. Ça relève de la même logique, selon moi. Et je vais quand même vous lire un ou deux petits passages. N'ayant pas vraiment eu le temps de lire
j'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui, en fait. C'est rare les périodes où je n'ai pas le temps de lire, mais c'est occupé, les repas sans plaindre. Mais j'ai pas eu le temps de m'asseoir dans le fauteuil. Fauteuil, j'ai failli aussi vous parler de l'importance du fauteuil dans la vie d'un lecteur. Et, et parfois, je me souviens d'avoir lu tout Jack Kerouac, par exemple, sous l'effet de l'herbe. Et je me souviens pas de grand-chose de Jack Kerouac, en fait, de mes lectures que j'avais faites de Jack Kerouac. Mais je revois le fauteuil avec précision. Et je revois le sac à côté du fauteuil. Et je me vois assis dans le fauteuil, m'installant dans le fauteuil. Et évidemment, amorçant ma lecture par une première mise à feu. Et au bout de 2 heures, 2 heures et demie, je me levais du fauteuil, je dégourdissais mes jambes, je faisais quelques pas à l'intérieur de la pièce, qui à ce moment-là était composée d'une petite centaine de livres. C'était ma bibliothèque embryonnaire, en quelque sorte. Et au terme d'un autre 2 heures, 2 heures et demie de lecture, je grillais un autre joint et après 5 heures de lecture, des fois un peu plus, eh ben, j'avais terminé un Jack Kerouac. Alors le lendemain, je recommençais, et ainsi de suite. Et au fond, le fauteuil a eu plus d'importance. Le fauteuil, le sac, c'était pas un sachet, c'était un sac, ont eu plus d'importance dans mon cheminement avec Jack. La folie n'est pas un attribut exclusif de l'homme, pas davantage un privilège, une fatalité ou un accident comique. En ce moment même, des chercheurs s'interrogent pour savoir comment un singe peut devenir fou. Ils fabriquent déjà des singes complètement cinglés. Vous suggérez que la folie, en un sens, est la solution de... Je n'ai jamais prétendu que la folie soit la solution. Une solution alors? Une solution non plus. Une porte de sortie? Sans doute. Du moins pour les singes. On leur a construit un environnement dont la seule fonction est de leur taper sur la tête. Par exemple, s'ils poussent une petite manette rouge, ils reçoivent une banane. La seconde fois, ils prendront une bonne décharge électrique dans la patte. La famille, selon vous, réussit parfaitement ce petit jeu. Oui. Et cela marche sur les oiseaux, les abeilles, les babouins, les dauphins. Affoler une ruche entière, flanquer la pagaille dans une fourmilière ou rendre dingue n'importe quelle souris, tout est possible en ce domaine. Il suffit de démolir l'organisation sociale d'une espèce, son écologie, ses réseaux, de brouiller la réception des messages. Cela vous donne une idée de ce qui arrive aujourd'hui à une bonne partie de l'humanité. Et les drogues là-dedans? Ne pensez-vous pas que leur fonction originelle ait été dévoyée? Je veux dire, par là, qu'elles furent nécessaires à un certain stade de l'évolution de la conscience, mais altèrent aujourd'hui cette même conscience. Et peut-être l'usage des drogues bloque-t-il désormais le développement de la conscience. Je n'arrive pas très bien à faire la part du social, de l'intime et du personnel dans le phénomène de la drogue. Je savais quoi en penser bien avant de connaître Timothy Leary. Quand l'acide fut inventé au milieu des années 50, il se trouva immédiatement des gens pour en faire un usage paisible et sans prosélytisme. Et puis, qui donc l'ignore? La drogue est de toute éternité partie intégrante de la culture indienne. Ses utilisateurs
sages, hindous et occidentaux, cool, prenaient soin de leurs secrets. Dévoilés, ils troubleraient trop les esprits non préparés. Et que voit-on de nos jours? Des millions d'Américains, béatement stone jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais entendu parler des portes dont ils possèdent pourtant les clés. Par contre, ils s'agissent, manifestent, font des hallucinogènes un enjeu politique. La consommation satisfaite de vos sages, n'est-ce pas de l'élitisme? J'attendais ce reproche. Une élite, oui. Mais une élite ouverte, des secrets disponibles. La conscience n'est pas un jouet. Il y a des joints, il y a des gens qui peuvent apprendre, comprendre, lester leur cervelle. Qu'ils aillent sans tarder auprès des élitaires, ceux qui ont déjà approfondi cette expérience. Approfondir, cela implique une altération chimique du cerveau et la mutation des structures mentales, nerveuses et organiques qui en résultent. Voilà l'alchimie totale. Seulement, les maîtres de cet art ne chantent pas leur science sur les toits, ni la mettent sous cloche. Ne pas s'afficher en lettres de néon, est-ce vraiment de l'élitisme? Là, ici, on lui demande s'il est favorable à la légalisation de la marijuana. Pour mes amis européens, la marijuana est légale au Canada depuis 2018. Alors, c'était une promesse de Justin Trudeau et qui disait dans la même campagne électorale qu'il avait un plan. Et beaucoup ont entendu, oui, un plan de potes. Alors là, ça revient beaucoup. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors, on parle ici de John Lilly. John C. Lilly, qui est un programmateur informatique et qui a travaillé... C'est lui qui a inventé, voilà, ça me revient, le caisson d'isolation. Vous savez, un endroit où il y a de l'eau et on a l'impression de flotter en apesanteur. Le caisson d'isolation, je pense que c'est le terme exact. Et lui, c'est à partir de ça, à partir d'observations qu'il a faites sur les dauphins, qui a créé cet environnement aquatique propice à la méditation, propice à l'élargissement justement de la conscience, sans l'usage de stupéfiants. John Lilly, dans Le Centre du Cyclone, utilise abondamment des métaphores empruntées au langage de l'informatique. Il décrit justement la programmation d'un trip. Qu'en pensez-vous? Ce langage ne me convainc pas. J'émets autant de réserves sur ce genre d'abstraction que sur les discours évangéliques de Timothy Leary. Peu importe que Lilly s'offre le chic intellectuel de mettre méta avant programmation, bio avant computer, la métaphore s'effondre dans la mesure où, comment diable s'appelle-t-il en français, qui a écrit L'Homme-Machine? C'est lui l'auteur de ce genre d'analogie. La maîtrise. C'est cela. Bon, depuis les premiers bisons taillés à flanc de caverne, on vous explique que les fauves sont les pires ennemis de l'homme. L'homme de cette époque n'avait pas de fusil, pas de balles, aucune technologie de mort. Sur ces fresques, le guerrier vainqueur entre dans la bête en endossant la dépouille de sa victime. Il devenait ainsi lion, antilope, daim ou tigre. En s'identifiant à une bête, il lui volait sa puissance. Une identification totémique? Je me refuse à parler du totémisme après Lévi-Strauss, comme je me refuse à parler de la schizophrénie. Tous deux ressortent d'ailleurs d'une même mise en tiroir abusive. Mais passons.
Nous ne luttons plus aujourd'hui contre les animaux. 9 millions de rats infestent Manhattan et nous ne les voyons même pas. Cette absence apparente de l'animal déroute lorsqu'on revient de l'Inde, où les vaches occupent les ruelles et où les singes se bronzent sur les marches des temples. Pour l'homme civilisé, l'affaire est simple. Il partage sa planète avec d'autres créatures, mais il les a rayées de son espace. Regardez, pas même une mouche dans cette pièce. Cela me trouble. J'adorerais partager ma planète avec d'autres créatures. Nous vivrions en paix. Je ne veux pas que mon seul contact avec les animaux soit la saveur de leur chair grillée sous mes dents, mais je parlais des machines. Cela même. Après les animaux, c'est aux machines que nous demandons la force que nous leur avons donnée. L'homme cherche à se comprendre par son produit, et ce détour nous égare. Bref, cette identification, cette métaphore à prendre et à jeter, ne peut en aucun cas servir de fondement à une pensée théorique. Parler comme Lilly d'un biocomputer, hein, déjà le transhumanisme est avancé. C'est quand même formidable. On est en 1974, enfin, probablement l'entrevue a eu lieu en 1973, d'un biocomputer humain signifie en clair que notre système nerveux fonctionne comme un calculateur électronique. L'un de mes amis, Spencer Brown, un mathématicien de valeur, fabriquait des ordinateurs. Il me faisait remarquer, et très justement, que la fonction d'un calculateur est de calculer. L'homme aussi peut calculer, mais cela ne l'intéresse pas tellement. C'est justement pour cela qu'il a inventé le calculateur. Mais un calculateur ne vous apportera pas la preuve d'un théorème. Vous connaissez de ces machines, vous à même d'inventer les théories de l'infinité des nombres cardinaux, celles des nombres pairs et celles des nombres impairs. Aucune des démarches du cerveau n'est inscrite au programme du computer. Il calcule, point à la ligne. L'homme calcule, et puis, disons qu'il cherche à s'identifier avec les forces qu'il espère contrôler, auxquelles il se sent encore soumis, ou dont il pressent le danger mortel. Comme les machines nous posent un problème majeur, nous le résolvons par un nouveau totémisme. C'est un genou. La technologie va régler tous nos problèmes. Cela me fait penser à Kafka. Ça, c'est celui qui mène l'entrevue. Le freudisme explique la métamorphose, cette étonnante nouvelle où l'on voit le modeste Grégoire Samsa se muer en âneton. C'est pas un âneton, c'est un moins bonne. C'est plutôt un cancrelat ou une coquerelle. Le freudisme dit votre Grégoire Samsa ne fait qu'incorporer le parasitisme qu'il perçoit dans son milieu familial. Il s'identifie ainsi à un insecte parasite. Le mot identification est une source d'erreur. Il implique qu'il y a projection sur autre chose. On ne peut donc jamais, par ce chemin, être soi. S'identifier à soi, c'est disparaître, partir en fumée, sans retour possible. Voir, entendre, toucher, respirer, manger, digérer, chier, dormir, marcher, s'allonger,
tout ce que nous faisons de l'aube à la nuit, chaque jour de notre vie, volatilisé. Dès que nous évoquons le soi, le problème devient insondable. Dès que nous émettons cette sonorité, ce mot, soi, qui suppose l'existence d'une entité, il devient périlleux de prétendre que cette entité ne signifie rien. Qu'est-ce à dire? Eh bien, le soi n'exprime pas un soi global, une totalité. Chuang-Tzu et Lao-Tzu le savaient. La voix qui peut être désignée n'est pas la voix. Le soi qu'on nomme et définit n'est pas le soi. Qu'on n'aille pas en conclure que la forme est informe. Le premier de tout enseignement est que le vide, le néant, est vide de vide. Considérons l'expression, je me répète, quand une personne dit cela, le soi répète lui-même quelque chose donc. Répète, mais quoi? D'où vient la répétition? Je ne crois pas qu'il existe ici un « je » ou un « moi » qui soit répété. Je ne crois pas que « je » répète « moi ». Je serais porté à avancer provisoirement que nous sommes en présence d'une forme qui se reproduit dans le temps. Maintenant, comment rendre compte de cette reproduction? Très simplement. Quelque chose se cache derrière, ou devant, ou à côté, une autre superfluité recouvrant une autre entité et qui interfère. De là, la répétition du soi. On peut donc affirmer que ce modèle est l'apparence du soi, mais que ce n'est pas le soi qui se répète. J'insiste, ces formes verbales ne sont pas justes en elles-mêmes. Tout dépend de la façon dont on les comprend. Toute forme verbale peut être dévoyée, et surtout en ce domaine. Nous discutons ensemble et j'approuve vos propos. Je pourrais très bien les désapprouver s'ils venaient d'un autre. Ce que je peux conseiller toutefois, c'est de contempler ce qui se passe dans son esprit, partir à la recherche de ses émotions et de son organisme. Découvrez votre respiration. Quand vous inspirez, sachez que vous inspirez. À chaque instant que vous parliez, fumiez ou mangiez, sachez si vous inspirez ou si vous expirez. Sachez enfin si vous inspirez profondément ou non. Surtout, ne vous démenez pas pour vous mettre au-delà ou à côté de ce souffle. Ne cherchez pas des effets spéciaux. Parvenu à ce stade, vous savez sans peine que l'effet de ce savoir est ineffable, qu'il est sot de désigner la voie et que bouger est vain. Découvrir le monde, pénétrer dans une ruche de 10 000 alvéoles, aucune n'est réponse, aucune n'est repos. William Blake restitue merveilleusement cette perception. Dans ses poèmes, il chante la continuité, la mutation éternelle. Les 4 quartiers d'Eliot, par-delà l'horreur, nous désignent cet endroit où l'arrivant restera prisonnier volontaire. Le poisson ne peut transcender l'océan. L'oiseau ne peut transcender l'éther. Nous ne pouvons transcender notre muse.
Mais si la vie n'est qu'une constellation d'illusions, si la psychiatrie, comme vous le laissez entendre, n'est qu'une construction de reflets, considérez la seule apparence. Rejetez préjugés et superpositions. Ne cherchez pas à fuir cette illusion. Fixez-la droit dans les yeux et vous la verrez s'ordonner. Bon, écoutez, je ne m'attendais pas à vous lire ça. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à penser à Ronald David Lang. Je ne pensais pas. Alors, c'est encore une lecture un peu échevelée, mais je l'ai beaucoup pratiqué, Lang aussi. Ça m'a beaucoup, comme vous l'avez entendu, ça m'a toujours beaucoup intéressé, l'antipsychiatrie, mais maintenant, l'antipsychiatrie, ben voilà, David Cooper. Je pense que Cooper, on le relie un peu. Il y a certains philosophes marxistes, me semble-t-il, se réapproprient d'une certaine manière David Cooper. Quant à Lang, après avoir connu une très, très, très grande popularité, parce que il remettait en doute l'existence de la schizophrénie, et il affirmait que la quasi-totalité des psychoses, au fond, la névrose, c'est notre état de base, mais que la majorité des psychoses étaient induites par la famille. Que la famille, c'était un nid de création psychotique. C'est pas toujours drôle, la famille. Hein? C'est pas toujours drôle. C'est une épreuve. Et je conclus là-dessus par un petit aveu personnel. Il y a quelques jours, je me désolais de ne plus avoir de famille, en quelque sorte, avec le décès de ma mère. Et je l'ai dit à quelques reprises, et je même dit à un moment donné à Fabienne qu'elle était devenue ma seule famille. Puis je voyais qu'elle m'écoutait, mais avec plutôt de mécontente. Et à un moment donné, en fait, après 2 ou 3 fois où j'ai exprimé une sorte de jérémiade, elle m'a dit je ne suis pas un membre de ta famille. Je ne suis pas ta famille. Et ayant, elle aussi, des rapports assez difficiles avec sa propre famille, elle m'a dit je ne suis pas ta famille, je suis ta femme. Oups. Ça a recadré le truc. Puis au fond, c'est beaucoup mieux d'avoir une femme, d'avoir un époux, d'avoir un compagnon, d'avoir une compagne, que d'avoir une famille. Voilà. Et après ça, ben voilà. Et ben voilà, c'est tout pour ce soir et je vous dis à demain. Peut-être demain, ouais, je pense demain, je vais vous montrer quelques livres du monsieur hippie et jointeur. Allez, à demain.